Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue dans ce deuxième épisode de notre podcast Brit Narf, socio-éducatif pour cette première saison qui est complètement dédiée à l'éducation et sur laquelle on enchaîne et on discute ensemble avec nos partenaires, avec l'écosystème éducatif, avec des experts, des consultants, des gens aussi qui se battent tous les jours pour pouvoir améliorer les conditions éducatives dans notre pays. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être entourée par deux dames, donc c'est vraiment un épisode de girl power et d'empowerment féminin parce que je suis entourée de deux femmes qui font beaucoup de choses au quotidien. J'ai eu la chance de les côtoyer dans mon aventure professionnelle ou là dans ce qui se fait dans l'écosystème éducatif. À ma droite, j'ai Madame Dalila Brada, la directrice générale de la Fondation Sanadi. Et à ma gauche, on a Latifa Boufred qui fait très bien la promotion des ateliers scientifiques depuis un bon moment au Maroc, plus de 10 ans. Elle fait aussi beaucoup de spectacles scientifiques, surtout quand on parle de STEAM ou de sciences ou de nouvelles technologies. Donc, bienvenue Latifa. Merci Fido. Merci à vous, merci d'être là, merci d'être présente. Donc aujourd'hui, on est là pour discuter d'un sujet qui est très très intéressant. Qu'est-ce qui rend l'école attractive pour un élève, que ce soit dans le monde urbain, que ce soit dans le périurbain ou que ce soit dans le monde rural, في المغرب. C'est une question que je vous pose. Qu'est-ce qui pourrait rendre l'école vraiment un lieu où l'élève a envie d'être? Alors, en fait, il y a plusieurs facteurs. Il n'y a pas une chose, un bouton sur lequel on va appuyer et dire l'école est devenue attractive. Mais si je dois, de notre expérience sur le terrain, si je dois parler de peut-être les 3 choses principales, et je les dirai pas par ordre d'importance parce qu'elles sont vraiment aussi importantes l'une que l'autre. Il y a d'abord l'infrastructure, parce que on parle beaucoup de soft skills et de méthodes, etc. Mais l'infrastructure de base, quand on est en dessous vraiment du seuil de l'acceptable, et on l'est bien souvent, malheureusement, aucun plaisir ne peut exister. Quand on est dans une classe avec moins de chaises qu'il ne faut, quand on a des vitres cassées et la pluie qui rentre dans la classe, quand on a une route où il y a des accidents tous les jours, c'est pas possible de parler d'attractivité. Ensuite, il y a les programmes scolaires. Aujourd'hui, il n'y a plus que l'école. Les enfants ont en face d'eux plusieurs autres moyens de s'informer. Maintenant, avec les réseaux sociaux, avec l'Internet, avec toutes ces nouvelles possibilités, aller à l'école pour avoir des choses complètement obsolètes, ce n'est pas du tout attractif. Ça ne donne pas envie d'aller à l'école. Et la troisième chose, c'est la manière d'enseigner. Parce que même les meilleurs programmes, s'ils sont enseignés d'une manière ennuyeuse et complètement dépassée, les enfants n'ont pas envie, ils préfèrent aller sur l'internet et il y a des milliers de choses qu'ils peuvent voir. En fait, l'école doit être mieux que la maison et mieux que ce qu'ils vont voir eux-mêmes tout seuls sur l'internet. C'est ça l'attractivité de l'école. Merci Lala Dalila, exactement. Je reviens sur le premier point de l'infrastructure qui est très très important parce qu'on n'en parle pas beaucoup, je trouve. On n'en parle pas beaucoup parce que on est beaucoup sur la qualité, sur les programmes et sur le contenu, sur bzaf ديال الحوايج, mais on parle pas de l'infrastructure. Or, si on a juste envie de faire bien sûr la classe, les sanitaires aussi, c'est important dans l'école qu'il y ait des sanitaires corrects. Le trajet de l'école, plus le trajet est pénible, plus l'envie n'est pas là d'aller à l'école. Latifa, à ton avis, mais de façon globale. Moi, je rejoins tout ce que Dalila a dit par rapport à ce point. Je pense que Dalila, elle parle beaucoup plus d'une perspective secteur public. Je pense que l'école privée, aujourd'hui, elle a beaucoup travaillé sur tout ce qui est infrastructure, mais c'est aussi important de souligner tout ce que tu as dit après, parce que même avec les meilleures infrastructures, si on n'a pas des programmes qui sont bien étudiés, si on ne travaille pas sur l'élément du plaisir dans l'apprentissage, malheureusement, il n'y aura pas d'intérêt d'aller à l'école pour les enfants. Si l'enfant ne s'amuse pas, n'est pas épanoui à l'école, forcément, il va perdre l'intérêt. Donc, oui, je rejoins tout ce que Dalila a dit. C'est juste que je fais un peu le parallèle privé. Et je dis que c'est important aussi de travailler le contenu à l'école. Exactement. Et on reviendra sur le gap privé-public parce que c'est vrai que sur le privé, il y a beaucoup de choses qui ont été faites
sur le côté de l'infrastructure, sur les Oui. programmes aussi, sur le contenu, on va pas se mentir, sur la qualité des enseignants, enfin, sur la formation des enseignants et sur l'enseignement lui-même, sur les activités parascolaires. Il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées, il y a beaucoup de programmes qui ont été mis en place. Toutefois, aujourd'hui, on se retrouve avec un taux d'abandon scolaire qui est assez élevé, qui reste quand même assez challengeant et qui nous met aussi face à peut-être des échecs aussi de programmes qui n'ont pas réussi. On a plus que 300 000 élèves qui vont quitter les bancs de l'école. 300 000 élèves annuellement, c'est beaucoup. Si on continue à avoir le taux, Madame Dalila, qu'est-ce qu'on pourrait peut-être rajouter à l'éducation, la revoir dans les actions qui sont mises en place pour pouvoir au moins réussir à le réduire, sachant que le taux, il est plus élevé que le rural et chez les filles. Quand on dit abandon scolaire, c'est ceux qui ont beaucoup raté les années et qui ont été exclus de l'école. Il y a ceux qui ont abandonné, qui sont plus jamais revenus, et ceux qui ont déménagé un truc et qui sont plus revenus, ceux qui abandonnent. Et en fait, presque la moitié de l'abandon est due à l'exclusion. Ça veut dire c'est des élèves qui vont à l'école, ça veut dire qu'ils peuvent aller à l'école, c'est pas l'infrastructure, et qui ont raté une première fois, qui ont raté une deuxième fois et qui ont été exclus. Et autre chose d'important, c'est que quand on voit le taux d'abandon, la majorité, c'est au collège. En réalité, c'est un camouflage de taux qui aurait dû être visible déjà au primaire et on aurait pu rattraper des choses. Voilà, donc il y a cette gestion des flux qui fait qu'on doit faire passer des élèves et à un moment au collège, ça coince et ils ratent parce qu'ils n'ont pas le minimum requis pour continuer leurs études. Donc pour cette histoire de redoublement, la qualité des apprentissages, elle est cruciale. Elle est le vrai nerf de la guerre. C'est un échec scolaire. Bon, Voilà, effectivement, il y a différentes causes de l'abandon scolaire, mais l'échec reste quand même c'est ça. la C'est du principale cause. redoublement qui va mener à l'abandon. C'est ça. Et c'est effectivement, vous dites que c'est une question de retard aussi, parce qu'on n'exclut pas le primaire, on avance les années jusqu'à arriver au collège, mais le collège, ça devient difficile, et le collège, ça devient aussi difficile de remédier aux difficultés. Et donc, à travers le programme de Sanadi, bon, il y a le TAR, le Teaching at the Right Level, mais il y a aussi l'histoire de Sanadi aussi à travers le programme de soutien qu'elle met en place depuis 10 ans, je pense, depuis 15 ans. Ça va vite, et c'est ça. Ça va vite, et les 5 ans du Covid, on les calcule plus depuis 15 ans. Donc, est-ce que vous pouvez juste nous parler un petit peu de l'expérience aussi et des résultats, on va dire, qui donnent un peu d'espoir, les résultats positifs aussi qu'on peut avoir au quotidien sur des programmes comme les programmes de soutien scolaire? Donc, notre programme de soutien scolaire, c'était un soutien scolaire, on va dire, classique. Ça veut dire que des élèves de 3e année, on travaille avec eux après les heures de classe, leur programme de 3e année pour les aider à avoir de meilleurs résultats, à remédier à leur retard de l'année dernière. Voilà. Et du coup, on a testé TARL. Donc, c'est une approche qui vient d'une ONG indienne qui donne de très, très bons résultats. Et donc, cette approche TARL, Teaching at the Right Level, c'est peu importe le niveau scolaire, peu importe l'âge, on lui fait un test sur les compétences fondamentales. Alors, TARL n'a aucun rapport avec les programmes. C'est lire, écrire, compter, c'est tout. Parce que si on ne connaît pas les chiffres et les opérations de base en maths, on ne pourra jamais faire la géométrie, les tableaux, les statistiques. Et donc, TARL dit, il faut s'assurer d'abord qu'on a les compétences de base avant de passer à autre chose. Et on a testé ça et ça donne d'excellents résultats. Alors, premier résultat, c'est que quand on a fait ce test dans des écoles, 90% des élèves testés avaient besoin de TARL. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas arrivés au dernier niveau qui s'appelle compétences fondamentales. Et du coup, on sait d'avance que ces élèves-là ne pourront pas exceller dans leur programme scolaire parce qu'ils n'ont pas la base qui leur permet. Et je voudrais signaler, puisque l'ATEFA est avec nous, on a eu la chance de travailler avec l'ATEFA, Math Science, et on a fait des ateliers parce qu'on ne peut pas être spécialiste de tout. Et l'école, les profs ne peuvent pas être spécialistes de tout. Donc, par exemple, les élèves du collège qui commencent, par exemple, la physique-chimie, on a introduit des ateliers de physique-chimie. Ça fait que ces élèves, pour la première fois de leur vie, ont eu des petits ateliers avec du petit matériel, etc. Ouais. Et ça, c'est vraiment le combat de tous les jours. C'est aussi pouvoir, je vais laisser l'ATEFA introduire
ces ateliers, ce qu'elle fait au quotidien, parce que je sais كما قلتي لاله دليلة que c'est des choses qui permettent aux élèves de voir de leurs propres yeux l'intérêt de ce qu'ils apprennent. Et de votre expérience au Maroc, depuis que vous faites ça, je sais qu'il y a des ateliers sur le primaire, sur le collège, différents types d'ateliers aussi. Est-ce que déjà vous pouvez juste présenter ce que vous faites de façon générale et nous parler aussi de pour compléter ce qu'a dit la Dalila, la nécessité aussi d'avoir le côté pratico-pratique, mais aussi à l'intérieur de l'établissement, pas comme activité extrascolaire ou là quelque chose qu'on va faire, qu'on va payer un autre établissement qui n'est pas l'école. Oui. Alors, Mad Science, c'est un concept canadien qui est spécialisé dans tout ce qui est programme scientifique pour enfants. Ça existe depuis près de 40 ans dans le monde et au Maroc, on est là depuis 10 ans. On ne veut pas être une marque que pour les écoles privées. D'ailleurs, parmi les premiers partenaires d'Yenna, c'était la Fondation Sanadi. Donc, on a toujours cherché à avoir cette dimension de toucher le public aussi. En termes de ce qu'on fait, nous, c'est comment rendre les sciences ludiques, amusantes. Et si on fait le parallèle avec ce qui se fait à l'école, ça travaille surtout les hard skills. Les hard skills, c'est, on va dire, tout ce que une personne peut vous apprendre. Hard skills, c'est comme lire, écrire. Ça, je peux me mettre avec toi dans une salle et travailler cette compétence avec toi tous les jours. Nous, ce qu'on essaye, les choses sur lesquelles on essaie de mettre le focus, c'est les soft skills. Et les soft skills, c'est des compétences qu'on ne peut apprendre qu'à travers l'expérience. C'est-à-dire que je ne peux pas venir te dire voici comment tu vas être une bonne collaboratrice. Tu ne peux l'être qu'à travers des expériences. Donc oui, nous on travaille des sciences, mais on veut aussi et surtout développer des compétences qui sont nécessaires dans le monde dans lequel nous vivons, parce que d'abord on sait que la demande sur le marché du travail, c'est pas pour les gens qui savent lire et écrire. Ça, c'était dans les années 50. Maintenant, on a besoin de compétences nouvelles. Et les compétences, c'est la pensée critique, le raisonnement logique, la collaboration, la curiosité, la communication, la gestion de temps. Et c'est des compétences qu'on travaille dans une approche, Diana, qui est une approche STEM. La finalité, c'est pas l'information elle-même, mais c'est le processus par lequel on va passer pour trouver cette information. Donc, c'est pour ça que ça travaille les compétences. Et travailler les compétences aujourd'hui, ça manque réellement dans l'école. Parce que dans l'école, c'est les hard skills principalement et pas les soft skills. Anna, je vais juste donner la parallèle un peu par rapport à ce que la Fondation fait, parce qu'on a aussi la chance de déployer le programme de remédiation scolaire. On l'a fait depuis très longtemps, le Maghreb, depuis 2006 à la Fondation, et on l'a fait de façon à ce que c'est quelque chose. On s'est inspiré de l'école non formelle que la Fondation a mis en place pendant longtemps. Et l'école non formelle, on avait les élèves pendant 3 ans pour faire le primaire. C'est-à-dire, on récupérait l'oulidat les matridosh madrasa et pendant 3 ans, travailler juste sur les compétences de base pour qu'ils puissent passer l'examen de la 6e année en libre, entre guillemets, et ensuite intégrer le collège. Et c'est ce qui a fait qu'on s'en est beaucoup inspiré dans le programme de soutien, entre guillemets, mais dans la remédiation scolaire qu'on fait. On est resté sur les compétences de base et on a essayé de faire l'évaluation qui est progressive par rapport les compétences de base et qui nous permettait de connaître le niveau réel de l'ould. Et donc, à chaque début d'année, quand on prenait les élèves la classe, on fait passer, d'ailleurs c'est ce qu'on fait toujours, mais on a intégré un peu aussi le TARL pour pouvoir s'aligner sur aussi les exigences et aussi être homogène avec ce qui se fait au Maroc actuellement. Mais en tout cas, pendant très longtemps, on a fait le test qui nous permettait d'avoir l'oulid, sur le français, sur la lecture, il est compétence. Donc, ce qu'on a fait aussi avec la remédiation scolaire, c'est qu'on essaye d'avoir le test qui nous permet d'avoir le niveau réel et on essaie aussi d'avoir une pédagogie différenciée à l'intérieur de la classe et on mise beaucoup, ce qui me fait revenir à ce qu'on disait, sur l'animateur, sur la formation de l'animateur. C'est vrai que on fait pratiquement la même chose avec la Fondation Sanadi, sauf à la différence que il passe par les enseignants de l'école. On forme des animateurs qu'on recrute. Parallèlement à tout ce qu'on fait avec la famille diallo, la sensibilisation de la famille. Et pour qu'on puisse avec le programme d'Yenna imprégné on doit former la personne de la meilleure des façons, ce qu'on pourrait pas se permettre de faire avec les enseignants. Maintenant, de former sur une longue période. Mais Anna, c'est la question que je pose et la question que je me demande souvent. Il y a pas la parallèle à la classe normale chez l'enseignant aussi.
Oui, alors nous, à Sanadi, on a fait le pari un peu inverse, mais les deux se donnent des résultats et le plus important, c'est l'impact à la fin. Alors, en fait, nous, depuis le début, on a choisi de travailler dans les écoles avec les profs de l'école. Et en fait, nous, le seul objet de notre formation, c'est oublier la classe, oublier le programme tel que tu le fais, etc. Et dès qu'on arrive, comme tu disais tout à l'heure, la petite lampe qui s'allume chez l'élève, et ben dès qu'elle s'allume chez l'enseignant, on n'a plus besoin de rien faire. En fait, notre rôle dans la formation, c'est allumer cette petite ampoule et dire tout ce que tu peux pas faire en classe parce que sureffectif, parce que programme chargé, parce que l'inspecteur va venir te dire non, il faut faire ça, etc. On enlève toutes ces contraintes et montre-nous ta valeur ajoutée. Et une fois qu'on y arrive, parce que c'est très difficile, mais une fois qu'on y arrive, les profs réellement ils sont capables d'innover parce qu'en fait, c'est une question d'innovation. Là, maintenant, on a un temps limité, comme tu disais, qui est très intéressant. L'école de la deuxième chance, vous arrivez finalement en 3 ans à leur donner ce qu'ils apprennent à l'école en 6 ans et passer le même test et réussir. Ça veut dire que c'est possible. Avec d'excellents résultats. Ça veut dire que c'est Oui, c'est possible. possible. Donc, oui. une fois que nous, chez nous, en tout cas, que l'enseignant se détache du programme scolaire tel qu'il le fait, etc., il y a une période d'adaptation, mais une fois que ça se fait, en fait, nous, on n'a plus besoin de rien faire. On devient juste un intermédiaire pour faire des emplois du temps, ramener des partenaires pour rendre la chose possible. Je pense que la discussion a été très, très riche. Un mot de la fin pour chacune d'entre vous. En tout cas, moi, j'ai adoré discuter avec vous sur un sujet qui nous tient toutes les trois, je pense, à cœur. Et si on peut clore cette discussion et avoir une note positive et qui donne l'espoir par rapport à la suite, peut-être aussi une note qui nous permet d'avoir le gap, juste pour revenir sur l'expérience de la TFA de Math Science, le gap privé-public et qu'est-ce qu'on peut envier au privé aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait intégrer petit à petit au public qui nous permettrait d'avoir une école, peut-être qu'on aura ces discussions dans 10 ans, une école telle qu'on l'est. Ouais, il faut dire que le privé, c'est aussi un spectre. C'est le privé, il y a des écoles qui sont juste un petit peu mieux que l'école publique et ça va jusqu'à des écoles qui sont, on va dire, très bien à cheval sur des nouvelles méthodes, qui sont dans l'innovation. Donc même dans le privé, c'est pas blanc ou noir. On va dire, Il y a de tout. il y a de tout, exactement, il y a de tout. Mais je dirais, les bonnes pratiques, moi, que je vois un peu sur le privé qui sont pas très compliquées à mettre en place, mais qui peuvent peut-être avoir un petit impact sur le rendu, ou là, sur le plaisir, ou là, sur l'envie de l'enfant d'aller à l'école. Moi, je trouve le fait d'avoir des enseignants spécialisés, même au primaire, une très bonne chose. Parce que le primaire, généralement, on demande à la maîtresse de français de faire, ou là de l'arabe, de faire le nachat al-ilmi, de faire tabiya al-islamiyya, et c'est pas forcément leur domaine de compétence, mais c'est pas forcément quelque chose qui les passionne. Et moi, je vois des écoles marocaines privées qui sont pas des grandes écoles, qui sont des écoles, on va dire, moyennes, mais qui font ça, et ça donne de très bons résultats, parce qu'avoir une maîtresse qui est passionnée par le Coran, ou qui va te donner plein d'informations, qui va t'enseigner ça de façon unique, et avoir quelqu'un qui est spécialisé dans les sciences, c'est très, très, je trouve ça, c'est pas un changement, on va dire, radical, c'est juste un peu de spécialisation qui peut donner vraiment de bons résultats. Je vois aussi quand les profs ou là les écoles travaillent un peu sur un project-based learning et ça peut intégrer les STEM, ça peut être pour n'importe quel domaine, c'est-à-dire réduire le temps qu'on passe en classe à lire les leçons, là, à faire ça, et plutôt de faire le temps de lecture à la maison et à l'école, ce qu'on fait, c'est qu'on discute le sujet, vraiment des petites choses en termes pédagogiques. Si on investit un peu sur la formation des enseignants et on les outils, ça va vraiment faire une différence. Il faut bien sûr vraiment intégrer les nouvelles technologies et tout ça parce que c'est autre chose. Ça peut aussi avoir un grand impact, mais des petites choses qu'on peut mettre en place pour améliorer. Mais voilà, on reste, on va dire, optimiste. On espère Inch'Allah. que les choses vont aller vers l'avant. Inch'Allah, Inch'Allah. Alors, si je dois parler d'une seule chose, ce serait le prof. C'est-à-dire que
toutes les choses, toutes les réformes, toutes les nouveautés, si elles ne touchent pas le prof, elles ne vont jamais avoir d'impact sur l'élève. Et malheureusement, on parle beaucoup pour les profs de leurs conditions financières, etc. En réalité, oui, il y a ça, qu'il y a un problème. Mais en réalité, le problème majeur de ce que nous on voit, en tout cas sur le terrain, c'est les conditions de travail. Ça veut dire il y a des emplois du temps réellement illogiques. Il y a des profs qui sont envoyés dans le rural profond sans possibilité d'habiter nulle part. Il y a des profs qui n'ont pas les outils de base pour travailler, pas de feutre. Il y a des profs, il y a beaucoup de problèmes. Et si on travaille le prof est vraiment capable de réaliser de très grandes choses. Si un prof est motivé, il va arriver à motiver ses élèves. S'il est démotivé, jamais il est motivant. Le prof peut augmenter le niveau des élèves, il peut détecter les passions qu'un élève a, il peut tuer des passions aussi. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, si on travaille le prof, on va travailler l'élève et le niveau des élèves. Merci beaucoup. Merci, mesdames. Merci pour votre générosité. Merci pour la qualité de cet échange. Inch'Allah, on se refera un petit point dans peu d'années pour rediscuter aussi l'avancement. On continuera évidemment tout ensemble à plaider chacune de notre côté sur ce qui nous anime au quotidien et sur aussi cette envie de faire changer les choses. J'espère que pour les auditeurs aussi, ça a été intéressant cet échange. Merci mesdames, merci en tout cas, ça a été un plaisir. Merci infiniment et à très vite dans le prochain épisode de Brit Narf.